Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat. Les débats, en effet, on est ensemble avec vous, 0826 300 300 sur Sud Radio pour réagir aux sujets qui font l'actualité. Avec aujourd'hui Alexis Poulain, bonjour. Bonjour. Journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. On vous retrouve tous les mercredis matins pour l'édito politique dans la matinale de Sud Radio. Kevin Bossuet, bonjour, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis. Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme et ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Bonjour. Bonjour. Il fait beau à Marseille ? Très très beau. Très Ciel bien. bleu total. Chez nous aussi. Moyen. Patrick Mignon, ancien commandant de bord. Je ne sais pas avec lui que je vais discuter météo. Ancien commandant de bord, porte-parole de Via la Voix du Peuple. Bonjour à tous. Bonjour. Le pass sanitaire finalement adopté, ça a été compliqué, mais il y a encore eu un couac. La République en marche, bien empêtrée c'est facile et tout le monde l'a fait, dans ce voile, dans cette candidate voilée au départemental. La loi autorise le voile, le foulard dans l'espace public. Maintenant, c'est une autre question qui se pose quand on est candidat. Et puis, notre sondage IFOP fiducial pour Sud Radio, vous avez entendu... Mariani arrive en tête en PACA. Le résultat, le retour de boomerang de cette tambouille politique. Bref, on évoquera tous ces sujets. Petit retour, tour de table sur ce qui a retenu votre attention. Kevin, vous Oui, donc un coup de gueule par rapport aux falsificateurs de l'histoire qui qui ont brillé lors de la commémoration de la journée nationale de la commémoration des victimes de l'esclavage qui a eu lieu lundi. En effet, si on écoutait ces derniers, on prenait conscience, en effet, que l'esclavage était une histoire de domination des Blancs sur les Noirs. Évidemment, ce n'est pas ça, parce que quand on s'intéresse aux faits historiques, il y a un très bon historien qui s'appelle Olivier Pétré-Grenouillot qui a montré en effet qu'il y avait trois types de traite. Il y avait évidemment la traite atlantique avec des Européens qui ont esclavagisé les Africains, mais il y a aussi d'autres types de traite. Il y a notamment la traite arabo-musulmane avec des négriers musulmans qui ont esclavagisé des Africains, et plus surprenant, en effet, une traite intra-africaine avec des Africains qui se sont esclavagisés eux-mêmes. Donc par conséquent, il faut arrêter de toujours nous présenter l'esclavage comme étant la domination des Blancs sur l'Afrique ou comme étant la domination de l'Occident sur les hommes noirs. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc on pourrait croire en effet que ce sont des gens qui ne sont pas cultivés, que ce sont des gens finalement qui ne maîtrisent pas les faits historiques, mais on se rend compte que c'est particulièrement calculé, parce que souvenons-nous de Christiane Taubira qui en 2006 avait dit qu'il ne fallait pas parler de la traite arabo-musulmane, tout simplement pour ne pas faire porter sur le dos des jeunes musulmans ce poids de l'histoire. Par conséquent, quand c'est sur le dos des jeunes blancs, évidemment, là, il n'y a aucun problème. Donc cela est catastrophique d'utiliser l'histoire de cette manière, parce que ça a des conséquences concrètes, notamment dans nos banlieues. Parce que pourquoi il y a une montée de la francophobie? Tout simplement parce que la France passe pour un pays dominateur. Pourquoi il y a une montée du racisme anti-blanc? Parce que l'homme blanc est vu comme un esclavagiste. Donc à un moment donné, arrêtons d'utiliser l'histoire, faisons en sorte de mettre en avant les faits historiques, parce qu'à cause de cette forme d'instrumentalisation, il y a de plus en plus de nos concitoyens qui vont vers la sécession. Une réaction? Moi, je trouve ça très juste sur l'esclavage. On est loin des caricatures historiques, effectivement. Alors, il y a eu le commerce triangulaire, dont nous, on a été, la France et certaines grandes villes de France responsables, mais au sein du continent africain, des filières dont c'était le principal commerce, d'ailleurs. Et ça, le fait de ne pas vouloir en parler, c'est un choix idéologique. Est-ce que la nuance est possible sur ces sujets? Bah oui, quand on a un minimum intelligent, tout est toujours possible. Et quand il n'y a pas des racialistes et des indigénistes qui instrumentalisent l'histoire à des fins politiques, en effet, c'est possible. Jean-Luc Benamias? Je suis assez d'accord que sur l'esclavage, c'est très complexe. Le caractère quand même industriel, quand les Européens et les Blancs en particulier s'en sont occupés, il y a eu quand même un caractère expansionniste important. Je suis d'accord qu'il faut relativiser par rapport effectivement à l'esclavagisme sur le territoire africain lui-même. Tu as oublié les Berbères, Kevin, qui ont été aussi mis dans ce monde de l'esclavagisme, en partie.
Donc, voilà, un regard historique doit prendre tout regarder, tout prendre dans l'ensemble. Et effectivement, ça n'est pas un phénomène que blanc. Mais je répète que le caractère industriel a été quand même, à peu près au XIIIe ou XIVe siècle, XVe siècle, fait relativement par les Blancs. Et cette expansion a quand même réellement mis en place un système esclavagiste, que ce soit d'ailleurs sur les territoires latino-américains ou américains, extrêmement important, et sur nos différentes colonies. Voilà. Est-ce qu'il faut en tirer après des conclusions que tout ça vient uniquement des Blancs? Évidemment, c'est une erreur. Oui, parce que quand on regarde par rapport au nombre de victimes, en effet, la traite atlantique, la traite réalisée par les Européens, c'est 11 millions de victimes, alors que la traite arabo-musulmane, c'est 17 millions de victimes, et la traite intra-africaine, c'est 14 millions de victimes. Donc même en termes de nombre, finalement, la traite atlantique est amoindrie, et il ne s'agit pas évidemment d'excuser. L'esclavage, c'était quelque chose d'odieux, c'était quelque chose d'insupportable. Et les traces historiques, aujourd'hui, sont plus importantes sur les territoires latino-américains et américains, on le voit, et sur nos différentes ex-colonies, que sur le territoire africain. Absolument. Patrick Mignon, un mot? Oui, non, tout à fait d'accord avec Kevin Bossuet, et même à la limite, ce qu'il dit, je l'élargis, c'est-à-dire ce qu'il dénonce, c'est la réécriture de l'histoire. C'est-à-dire que là, on engomme une partie, celle que, de manière à mettre en avant la partie que l'on veut mettre en avant et culpabiliser, encore une fois, l'esclavage dû aux Blancs, la traite atlantique, mais cette réécriture de l'histoire et cet effacement ciblé, les anachronismes réguliers qui sont faits, tout ça c'est destiné à une seule chose, c'est formater le présent pour qu'on puisse avoir un futur conforme à ce que l'on souhaite. Et ça me déplaît souverainement, c'est une atteinte aux libertés fondamentales des gens. L'histoire, les faits sont sacrés, point à la ligne. Et je crois, c'est pas l'historien qui dira le contraire, je crois que la faute la plus grave en histoire, c'est justement l'anachronisme, et c'est un anachronisme que de vouloir le réécrire en 2021, ce qui s'est passé 200 ans plus tôt. Jean-Luc Benamias, un coup de gueule sur l'abandon de la loi climat. Oui, enfin c'est un coup de gueule sur l'utilisation de la Convention citoyenne. Bon, l'idée d'une Convention citoyenne, de tirer au sort un certain nombre de Français et de Françaises, pourquoi pas. Mais tout ça a été très, très, très mal géré. On leur a fait croire qu'ils allaient faire la loi à eux tout seuls. Or, il reste encore dans notre pays des assemblées qui sont là pour faire la loi. Le Sénat, l'Assemblée nationale, voilà. Et donc, bilan des courses, ça a déçu un certain nombre de gens, ce qui est normal. Et qu'est-ce qu'on en sort? Une loi climat à minima. Et alors, avec le coût incroyable, en plus de... Le président de la République annonce qu'il y aura un référendum, et puis il n'y aura pas de référendum. Voilà. C'est un bilan très, très négatif par rapport à l'idée globale, au départ, de faire participer un peu plus dans une société où la participation citoyenne est de moins en moins importante, notamment aux élections. On le verra sur le taux de participation, notamment au régional et au départemental. Voilà. C'est un constat d'un raté qui aurait pu être une histoire intéressante à mettre en place. J'en sais quelque chose, puisque tout ça, c'est passé dans les locaux du Conseil économique, social et environnemental. Bon, dommage de ne pas avoir pris en compte un peu plus les complexités et les contradictions qu'il y avait dans cette histoire. Ouais, c'était encore un machin, quoi, non? C'est un machin. Le problème de ça, moi je suis pour qu'il y ait des consultations, mais quand elles sont commandées par l'exécutif, il ne faut pas s'attendre à autre chose qu'un exercice de marketing et de communication de greenwashing. Si on veut une démocratie vivante, elle doit être faite au niveau local, elle doit être faite aussi avec ce respect-là. C'est exactement ce qui s'est passé avec le grand débat. Tous les cahiers de doléances ont été enterrés au sous-sol de la Bibliothèque nationale de France. On n'a jamais vu les conclusions de ce grand débat. Ça a été une conférence de presse d'Emmanuel Macron devant des journalistes où il a choisi quelques thèmes en disant bon bah voilà, hein, et puis on passe à autre chose. Donc c'est pas ça une démocratie participative. Ça c'est une parodie de démocratie participative. Ouais. Et je crois que ça a fait beaucoup de mal que des gens aient participé de bon cœur pensant qu'ils allaient être écoutés, faire avancer les choses. Ils se sont fait avoir comme 80% des électeurs d'Emmanuel Macron. Ça commence à se voir. Allez, on va marquer une pause et on se retrouve dans un tout petit instant après le journal pour évoquer ce pass sanitaire finalement adopté, la candidate voilée et puis Thierry Mariani en tête en PACA. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert.
débat. On est ensemble avec vous jusqu'à midi pour commenter l'actualité. Dans l'actualité, il y a évidemment le pass sanitaire qui a finalement été adopté en deuxième lecture. La République En Marche qui ne soutiendra pas la candidate voilée au départemental. Et puis Thierry Mariani en tête en PACA. C'était en PACA. Ça va pas. Mariani en PACA. C'est le résultat de la tambouille politique. Moi, je trouve que c'était assez prévisible, mais on va en reparler. Autour de la table, Patrick Mignon, ancien commandant de bord, porte-parole de VIA, La Voix du Peuple. Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis. Et Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. Et on retrouve votre édito politique le mercredi matin dans la matinale de Sud Radio. Alors, Alexis, c'est un coup de gueule. Peut-être que je peux faire écouter l'objet de votre coup de gueule. C'était Jean Castex hier. Je rappelle parce que confiner, ça veut dire quoi, soyons concrets, si on avait suivi, d'ailleurs on l'a fait un peu plus tard, c'est fermer les écoles. C'est fermer les écoles, la véritable variable. Fermer les commerces. Fermer les commerces, mais ce qui a le plus d'impact, on le sait tous, c'est fermer les écoles. Ce qui a le plus d'impact, on le sait tous, c'est fermer les écoles. Ouais. On le sait tous, sauf Monsieur Blanquer, ministre de l'Éducation, sauf Emmanuel Macron, l'épidémiologiste en chef qui a dit « Il y a un petit chemin, regardez, en janvier, on ne va pas fermer les écoles, surtout pas, et on va essayer d'ouvrir. » Alors, on vit sous confinement, sous couvre-feu, un truc long, insupportable, où nos libertés civiles sont réduites à néant. Tout ça pour avoir des chiffres catastrophiques. On déconfine alors qu'il y a plus de 6000 personnes en urgence. 4500. Les chiffres sont plus hauts que premier quand on a déconfinement confiné. en 2020, on déconfine à 2000. C'était déjà oulala. Là, on déconfine à 4000, on est content. Et Jean Castex qui, alors je ne sais pas si c'est un aveu, si c'est maladroit de sa part ou si c'est encore une bourde, nous dit que oui, fermer les écoles, c'est ce qui a le plus d'impact. Bon, alors pourquoi ils ne l'ont pas fait ? Ouais. Qu'est-ce qu'il en pense, le professeur des écoles? Alors, pour le coup, je ne suis pas un macroniste dans l'âme, mais c'est vrai que sur cette question, j'ai soutenu Jean-Michel Blanquer et j'ai soutenu Emmanuel Macron parce que l'année dernière, lors du premier confinement, c'est vrai que le fait d'avoir fermé les écoles, c'était une catastrophe. Et c'est vrai que là, on a quand même minimisé l'impact en ne fermant finalement qu'une semaine pour l'école primaire et 2 semaines pour l'enseignement secondaire. Donc là, pour le coup, je soutiens plutôt mon ministre. Oui, peut-être. Oui, mais là, politiquement, sans parler du fond, politiquement, on a un petit peu de mal à comprendre la cohérence du discours du Premier ministre. C'est totalement incompréhensible. Mais on a l'impression qu'il vit tout seul, Jean Castex, parce qu'avant-hier, il nous a dit « Allez-y, l'AstraZeneca, c'est formidable, machin ». 1 heure après, le président de la République dit « On va plus en commander parce qu'il y a des vaccins plus efficaces ». On a l'impression qu'il vit tout seul dans les années 80, on ne comprend rien, notamment à ce qu'il raconte. Et à chaque fois qu'il passait la télévision, on s'ennuie considérablement. C'est comme s'il n'était pas intervenu. Moi, je ne comprends rien à la communication de cet homme. Il est très sympathique. J'ai jamais vu un politique qui parlait autant pour ne rien dire. C'est incroyable. Les conférences de presse du jeudi de Jean Castex, c'est quand même un monument de l'INA. Ça va pour les années futures. Qu'est-ce qui se passait avec Véran, avec derrière les graphiques trafiqués pour éviter de montrer la courbe française. Enfin, on vit quand même un moment particulier en politique. Non, mais sur les contradictions. Alors oui, Jean-Luc, vous vouliez intervenir. Vous dites ils vivent tous tout seuls. Oui, Frédéric Vidal, ce matin, sur Sud Radio, nous dit que les facultés vont être ouvertes en mai. Les étudiants, en mai, ils vont plus à la fac. Si, ils peuvent passer leurs examens, mais les cours sont terminés. Voilà, une de plus qui vit toute seule, quoi. Je veux dire, qui déclare les choses. Les contradictions sont complètes à chaque fois. On a l'impression que en fait, il n'y a pas de conseil des ministres, quoi. Ils ne discutent pas ensemble, ou alors s'ils discutent d'autres choses. Ils parlent d'autres choses. Bon. Patrick, c'est un coup de gueule, justement, qui va peut-être expliquer pourquoi on a l'impression qu'ils sont tout seuls. Parce que Éric Dupond-Moretti, il a peut-être... encore un autre. Encore un autre. Ah oui, un champion, là. Alors, moi, je ne vais pas te parler, je ne vais pas dénoncer les rodomontades de Monsieur Dupond-Moretti, qui me fait penser à Sancho Panza. Contre le RN, et je suis pas porte-voix du RN, ils sont assez forts et assez grands pour se défendre tout seuls. Mais je vais parler de son agenda de ministre tout de même, parce que, à mon avis, pour être candidat au régional, même si on a une équipe correcte et efficace, il faut quand même s'en occuper. Et donc, ce monsieur, c'est que tout va bien pour la justice en France. Parce que y a donc aucun problème. On ne manque pas de places de prison, il n'est donc pas en train d'en construire. Les gardiens de la pénitentiaire n'ont pas de soucis, rien ne se passe mal. De qui se moque-t-on, de qui se moque-t-il?
Il met à l'index une partie des Français, d'ailleurs. Ça, je trouve ça un peu limite, parce qu'il est quand même ministre de la République, et la République, article 1 de la Constitution, est une et indivisible. Ouais. Donc, il l'a un peu oublié. Et donc, c'est des Français. De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-il surtout? Je pense qu'il se moque du petit peuple, c'est-à-dire les gens qui se posent les mêmes questions que moi, je pense, et qui n'ont pas la chance ni l'opportunité de s'exprimer. Ouais. À ce propos, Jean-Frédéric Poisson a écrit un bouquin très intéressant là-dessus qui s'appelle justement La voix du peuple, où il décrit ce phénomène de gens qui se sentent exclus des décisions. Et c'est pas les débats dont on vient de parler, entre parenthèses, dont Jean-Luc Benamias a parlé, convention citoyenne, comité Théodule, grand débat sur les gilets jaunes, qui vont leur donner le sentiment d'être entendus, puisque c'est des cache-sexes. Donc, moi, je me pose accessoirement, Valérie, une dernière question. C'est la question de son compte de campagne. Parce que, évidemment, que M. Dupond-Moretti est quelqu'un d'important. C'est un ministre des grands ministères de la République, et donc il a des officiers de sécurité. C'est-à-dire des gens qui sont là pour le protéger des actes malveillants ou des agressions éventuelles qu'il pourrait avoir à subir. Et ces gens-là, ils sont autour de lui en permanence dans ses sorties. J'aimerais savoir comment ils sont rémunérés. Est-ce qu'ils sont rémunérés sur le compte de campagne de M. Moretti? Est-ce qu'ils vont être intégrés dans ce fameux compte de campagne? Parce que je rappelle quand même que la Commission nationale des comptes de campagne et du financement de la vie publique, c'est quelque chose de très efficace et de très nécessaire, et qui est pointilleux, à la limite, à l'euro près. Donc là, j'aimerais bien être certain que ce genre de choses sera correctement pris en compte, parce qu'un officier de sécurité qui vous accompagne à longueur de journée sur tout le territoire de la France, déplacement y compris, ça vaut assez cher, à mon avis. Ouais. Donc voilà, c'est les impôts de tous les Français qui payent la candidature de M. Dupond-Moretti. C'est un scandale. Ouais. C'est le même type de scandale d'ailleurs qu'Agnès Buzyn. Alors, il va peut-être apporter une réponse là-dessus. Je trouve que c'est aussi, j'aimerais bien. C'est aussi sur le fond et sur le discours qu'il tient, qui semble être d'un autre âge, en faisant référence à un événement concernant Jean-Marie Le Pen il y a je ne sais pas combien d'années, appelant le Rassemblement national le Front national, en insistant bien dessus. Et comme M. Moretti est un très bon avocat, quand il commet ce genre d'amalgame et refuse de voir un changement de nom, c'est qu'il le fait consciemment, donc c'est assez sournois en plus. Donc moi, je trouve ça, c'est vraiment une candidature honteuse. Où il est ministre et il s'occupe de son ministère à plein temps, où il est candidat, et à ce moment-là, il n'est plus ministre. Voilà. Bon, très bien. Un mot, moi, sur le coup de gueule contre les syndicats qui veulent pas que les magasins ouvrent le dimanche pendant 8 dimanches. C'est vrai que la reprise va se faire très bientôt. Et c'est vrai que oui, les commerçants vont avoir besoin de travailler le dimanche. On a vu que les syndicats s'y opposaient. Je trouve que c'est pas très... non, vous trouvez ça cohérent? Ils n'ont pas bossé, ni les salariés, ni les employés. Ce qu'il faut, c'est des garanties, parce que c'est un travail volontaire aujourd'hui, le dimanche, avec des compensations, bien entendu, et assurer que l'encadrement se fait et qu'il n'y ait pas de la pression pour que les salariés soient obligés de travailler dimanche. Il y a un moment, on ne bosse pas depuis des mois. Enfin, faut pas. Il y a un droit du travail. Oui, je suis d'accord qu'il y a un droit du travail, mais c'est vrai que ni les salariés n'ont travaillé, ni les magasins. Oui. Je pense que tout le monde va être content d'ouvrir le dimanche. Pas les syndicats. Pas les syndicats. Je pense qu'ils ne sont pas contre. Ils veulent juste s'assurer des garanties nécessaires pour qu'on ne casse pas encore un droit du travail sous prétexte de Covid. Oui, Oui, non, mais on retrouve évidemment la sauce gauchisante avec l'assistanat, la feignantise comme ligne de mire. Évidemment, on est dans une situation compliquée où l'économie a été lourdement impactée. On a des syndicats, en fait, qui nous disent finalement qu'il faut continuer à travailler le moins possible et finalement, on ne relèvera jamais la France. Donc, ces gens commettent sans arrêt des crimes de lèse-nation parce que tenir ce discours aujourd'hui, alors que la France est autant affaiblie économiquement, c'est juste une honte. C'est sur de la solidarité nationale et je pense que les règles seront là et les règles sont appliquées le dimanche et ne vont pas changer sous couvert. Ceux qui ne voudront pas aller travailler n'iront pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Jean-Luc Benamias. Moi, je trouve que qualifier les syndicats en France, il y en a quand même de très nombreux. Ils ne sont pas tous gauchistes, Kevin. Comment tu peux dire aller voir dans l'éducation nationale, que la CFTC est gauchiste? C'est complètement idiot. Je veux dire, excuse-moi, c'est la CFDT gauchiste, c'est idiot aussi. Bon, voilà. Donc après, moi, je suis d'accord avec ce que dit Alexis. Moi, je pense qu'évidemment,
on a besoin d'ouvrir le dimanche. Après, il faut respecter sur une certaine période, et après, il faudra respecter le droit du travail tel qu'il est. Voilà. Mais dire que on peut pas le faire du tout est impossible. La situation étant ce qu'elle est, dans le petit commerce notamment, je parle vraiment du petit commerce, obligatoirement, ils ont besoin d'ouvrir le dimanche un certain nombre de fois. Voilà. Tout ça devra être contrôlé par l'inspection du travail. Oui, c'est ça, parce que les petits commerces, ils peuvent rouvrir à partir du moment où c'est le patron qui tient la boutique, mais bon, je trouvais ça pas toujours. Pas toujours, c'est vrai, pas toujours. C'est vrai que c'était un peu hors sol, j'ai trouvé comme. Je prends un exemple, Valérie. Ouais. L'exemple des magasins franchisés. C'est rarement le patron qui tient la boutique, ce sont les salariés. C'est vrai. Ouais. Allez, on se retrouve dans un instant. On va parler de la situation politique en PACA, de cette candidate voilée du pass sanitaire finalement adoptée. À tout de suite. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat. Avec vous sur Sud Radio, avec Kevin Bossuet, Patrick Mignon, Jean-Luc Benamias et Alexis Poulain. Alors finalement, ce pass sanitaire a été adopté après un petit couac hier. Le gouvernement donc assure vouloir la sortie de la crise et a détaillé hier ce mode d'emploi des réouvertures. Et puis hier, ce pass sanitaire a fait débat. Le gouvernement n'a pas été suivi par le MoDem. L'exécutif a dû demander une deuxième délibération. L'article qui est incriminé, qui comprend le pass sanitaire, a donc été modifié et validé. Et donc, ça explique que ce pass sanitaire permettrait d'aller dans des grands événements, dans des grands rassemblements. Alors, il y a la forme et il y a le fond. Il y a le jeu politicien du MoDem. Peut-être qu'on peut en dire un mot, puis revenir sur le pass sanitaire après. Le MoDem, à quoi a joué le MoDem hier ? Il a joué à J'existe. Je crois qu'aujourd'hui, le MoDem a peur de disparaître dans la nouvelle plateforme qui va se mettre en place pour le second mandat d'Emmanuel Macron, au moins sa candidature. Et là, clairement, François Bayrou fait acte de, pas de candidature, mais de pouvoir de nuisance en disant, voilà, attention, ça ne tiendra pas sans le MoDem. Et donc, on assiste à une manœuvre politicienne de bas étage, alors qu'on passe totalement à côté du débat bioéthique essentiel sur ce pass sanitaire. Qu'est-ce que ça dit de la suite des opérations une fois qu'on accepte ce genre de truc? Alors, on va revenir sur le fond, mais déjà politiquement, ce couac hier à l'Assemblée, c'est quand même un aveu d'échec c'est un échec pour le gouvernement d'être obligé de demander une deuxième délibération. Kevin ? Oui, c'est un échec. Donc on voit bien que la République en marche, en effet, est en grande difficulté. La vérité, c'est que depuis le début, on a le sentiment finalement que la République en marche ne maîtrise rien, avec en effet des décisions qu'on ne comprend pas forcément. Regardez, là, on nous parle de la rouverture des bars et finalement on nous dit qu'on ne pourra pas avoir accès aux bars ou au service des bars, ce qui est complètement ridicule. Et ce n'est que ça depuis le début. Donc évidemment que François Bayrou, qui a peur de disparaître, essaie de jouer une carte politique en disant tout simplement à l'approche des présidentielles, je continue de compter sur l'échiquier politique et surtout ne m'oubliez pas parce que je suis encore là. Oui, Jean-Luc, ça vous fait rire? La disparition de François Bayrou, j'y crois pas. Il n'est pas prêt de disparaître. Insubmersible. Voilà. Après, ils ont un groupe à l'Assemblée nationale qui est un groupe qui se tient un peu plus solidement, me semble-t-il, en regard extérieur aujourd'hui en ce qui me concerne, que la République en marche, qui n'a plus de groupe, c'est-à-dire où ça vole dans tous les sens. Voilà, il rappelle que le groupe des 42 à 44 députés MoDem existe. Ouais. Voilà. Après, sérieusement, je le redis, François Bayrou, de mon point de vue, vu ce qu'il est pas prêt de disparaître. Oui, non, absolument. Bon, on peut parler du fond aussi, Patrick Mignon, ce pass sanitaire, ce pass sanitaire, donc qui serait sous forme de papier ou numérique, parce qu'effectivement, il faut savoir aussi que le gouvernement n'a pas été foutu, pardon de le dire comme ça, de faire des cartes avec des QR codes, donc on se trimballe avec des papiers. Alors maintenant, ça va sur l'application Tous Anti-Covid, mais ceux qui ont été vaccinés avant ont un papier que le 7e arrondissement dont nous a parlé Sophie de Menton avait voulu mettre en place cette espèce de carte et qu'elle a été retoquée par divers organismes. Et donc, ça doit permettre la présentation d'un résultat négatif d'un dépistage virologique ou la justificatif d'une vaccination ou l'attestation d'un rétablissement. Donc ça, c'est pour pouvoir se déplacer vers ou depuis l'étranger et filtrer l'accès aux grands rassemblements. Alors, Patrick... Alors, c'est top. C'est top quand on sait, Valérie, que même des gens qui ont été vaccinés avec 2 doses sont quand même parfois contagieux quand ils se réinfectent avec un des variants. Donc, ça donne la mesure de quand même l'efficacité de ce genre de choses.
Mais plus généralement, puisque vous vouliez qu'on prenne un peu de hauteur, cette crise, elle a montré et elle a permis au gouvernement de restreindre d'une manière formidable toutes les libertés collectives, une grande partie des libertés collectives et individuelles. Je ne vais pas les énoncer ici la liste de ces libertés qui ont été gravement atteintes, voire supprimées. La promesse... Bon, la CNIL est vigilante, c'est déjà une première chose. C'est bien qu'on ait cet outil. Mais la promesse de ci, de là, que ce pass sera limité à telle utilisation, qu'on n'ira pas la main sur le cœur au-delà de ça, que ça va s'arrêter dans un délai de... Ça me fait penser à la vignette des vieux, ça. Donc, très sincèrement... pour ceux qui n'ont pas connu, pour les plus jeunes, la vignette, cette petite taxe, ces petits trucs autocollants qu'on mettait sur les voitures et dont certains encadraient le pare-brise tellement il y en avait, payé annuellement, était censé aller dans les comptes de l'État pour les personnes âgées. Et en fait, c'était un impôt supplémentaire déguisé qui s'est maintenu. Alors, beaucoup d'autoritarisme de ce gouvernement vis-à-vis des gens du peuple lambda, comme vous et moi, c'est-à-dire ceux qui respectent les règles. Beaucoup moins dans d'autres cas vis-à-vis des racailles ou des banlieues. Ça, c'est une première chose. Donc, pour moi, et comme vient de le dire Kevin Bossuet, il faudrait qu'on ait confiance pour pouvoir les croire. Or, depuis le début de cette crise, ils n'ont fait que mentir, que des approximations. C'est jamais dans l'anticipation, toujours dans la réaction. Aucune confiance là-dedans. Donc, pour nous, très clairement, ce pass sanitaire, c'est non. Et effectivement, oui, Alexis Poulain, voilà quelque chose qui aurait dû être débattu sur le fond, réellement le fond de où voulons-nous aller dans cette société. Est-ce qu'on veut avoir une surveillance digitale, informatisée? Est-ce que si je dis qu'on va nous suivre à la trace avec l'application Tous Anti-Covid, on va me traiter de complotiste? Donc, à la limite, on préférera avoir un papier de 21-29-7. Mais vous suivre à la trace, pourquoi? Enfin, je veux dire, vous avez un iPhone, je pense, ou un Samsung, ou un téléphone. Bien sûr qu'on est suivi à la trace. Vous êtes suivi à la trace sur des choses beaucoup plus intimes et beaucoup plus importantes que de savoir si vous avez été vacciné ou non. C'est évident et en plus, n'ayant rien à cacher, personnellement, ça ne me gêne pas qu'on me suive ou qu'on me contrôle. Mais simplement, c'est une question de principe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez le sentiment dans la société qu'il y a quelque chose, une entité supérieure qui a des pouvoirs de contrôle généralisés et que ça n'est pas sous le couvert et sous la protection de députés qui ne soient pas des godillots du gouvernement pour voter ça en catimini, de nuit, dans des séances où il y a presque personne, très franchement, voilà, nous, c'est vraiment, c'est une liberté de plus qui est atteinte. C'est-à-dire que la liberté... j'essaye de me faire l'avocat du diable, mais si vous avez un pass sanitaire qui vous permet d'aller à un concert parce que vous serez... oui. Toute ma carrière, j'ai voyagé dans le monde. Ben voilà, justement. Pour voyager dans le monde, on avait, et ça existe toujours, le carnet de vaccination, le carnet international de vaccination, le petit livret jaune, dans lequel il y a des vaccins qui sont marqués. Obligatoires. Principalement les vaccins obligatoires. Ces vaccins obligatoires sont imprimés sur le carnet et principalement, c'était quoi? C'était la fièvre jaune en première page et la variole. Mais la variole ayant été éradiquée, elle a disparu. La fièvre jaune y est toujours, parce que c'est des maladies qui sont encore malheureusement très largement répandues et qui sont mortelles à des taux incroyables. Je crois que la fièvre jaune, c'est de l'ordre de 60 ou 70% de mortalité, si c'est pas plus. C'est pas du tout le cas du Covid. Oui, mais vos enfants sont vaccinés. Quand ils vont à l'école, ils sont obligatoirement vaccinés. Vous l'acceptez? Alors, vous savez qu'il y a déjà une partie de gens qui le refusent, notamment quand on veut modifier cette vaccination. C'est-à-dire que moi-même, je suis pas anti-vaccin. J'ai été vacciné récemment contre la polio, qui est toujours une des vaccinations obligatoires en France. Mais c'est la fameuse vaccination des 3 vaccins. On impose une vaccination aux enfants des 11 vaccins. Pardonnez-moi, je comprends qu'il y ait des parents qui ne le veuillent pas. Pourquoi on fait un package de tout ça?
encore une fois, c'est des libertés individuelles, ça. On touche aux libertés individuelles. Oui, et collectives aussi, c'est-à-dire que la rougeole est en forte recrudescence en France, la tuberculose. Donc voilà, on a éradiqué en Afrique un certain nombre de maladies grâce à la vaccination. Donc diaboliser la vaccination est quelque chose d'irresponsable pour moi. Non, j'ai bien précisé que j'étais pas du tout anti-vaccin. Bah oui, mais c'est ce qu'a dit. Mais c'est ce que dit Alexis Poulain. Je vois pas où c'est une liberté individuelle aussi quand vous avez un collectif qui est concerné. Alors je ne veux pas monopoliser la parole, mais Kevin. Oui, moi le pass sanitaire ne m'oppose aucun problème. Je ne vois pas où elle a remise en cause des libertés individuelles. Le fait qu'il y ait dans mon smartphone, en effet, la date du dernier test ou encore la date de ma vaccination. Enfin, je ne vois pas où ça pose le problème. Moi, il y a deux choses par contre qui peut me poser un souci, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas pu se faire vacciner. Donc, ça risque de créer une forme de discrimination. À partir du moment où tout le monde va pouvoir avoir accès au vaccin, là, je ne vois pas le problème. Et puis après, peut-être sur qu'est-ce que permet de faire ce pass sanitaire ou pas, parce que c'est vrai, demander la vaccination, demander un test PCR négatif pour entrer dans un bar, moi je trouve ça trop. Mais par contre, pour aller dans un grand événement ou pour passer les frontières, je trouve ça totalement naturel. Et la liberté, finalement, on la retrouve grâce à ce pass sanitaire. Donc je ne comprends pas tous ces gens qui disent qu'on remette en cause nos libertés individuelles, alors que justement, ce pass sanitaire permet le retour de nos libertés individuelles. Certains disent, moi je ne respecterai pas le pass sanitaire, je dirais dans aucun endroit. Alors à ce moment-là, c'est votre droit. Vous dites, voilà, moi je ne veux pas de ce pass sanitaire, donc je n'irai pas dans les concerts. Mais vous avez raison, et cet auditeur a tout à fait raison, Valérie. C'est-à-dire que quand vous voulez aller dans un pays étranger, si ce pays étranger, souverainement, a des lois qui vous imposent d'avoir fait telle ou telle chose que vous ne voulez pas faire, il ne vous laisse pas rentrer, ça c'est une chose. Là, on est en France, et en France, comme l'a dit Alexis Poulain, ça aurait mérité un véritable débat de fond et non pas un débat de technique et un petit coup du modem pour prouver qu'il existe. Ça aurait vraiment mérité un débat de fond sur savoir où est-ce qu'on veut aller dans ces contrôles informatisés et ces contrôles généralisés, notamment lorsqu'on arrive au niveau de la santé. Vous savez que l'extension de tout ça, pour dire à Kevin Bossuet où est-ce qu'on va, très sincèrement, et je pense qu'il en est conscient, c'est que les bases de données en question concernant la santé et les paramètres de santé des gens peuvent tout à fait être récupérés et pourraient être récupérés par les assureurs être récupérés par des assureurs pour faire varier les risques individuelle de chacune des personnes concernées dans une population donnée. Vous savez, je crois que les assureurs, ils sont déjà sur les réseaux sociaux, ils ont déjà tout ce qu'il faut. Si vous tapez cancer... je dis pas ça, mais vers 84. Non, mais on y est déjà en 84 sur le traçage et sur les libertés numériques. Mais c'est bien le problème. Mais non, mais parce que les GAFAM qui vont se transformer en banque assurance dans les années qui viennent ont encore plus d'informations que l'État, où là on essaie d'anonymiser. Mais le vrai problème qui se pose effectivement, c'est à la fois cette masse de données, ce qu'on va en faire, mais c'est surtout le périmètre de ce pass sanitaire. On a l'impression que on va l'adapter à la situation. On ne nous dit pas jusqu'où il va. On parle pas de jauge. On parle pas de temps non plus, de durée de ce pass sanitaire, alors que on ne connaît pas la durée d'immunisation proférée par soit le fait d'avoir eu le Covid, soit le fait d'être vacciné. Ça, on ne sait pas. Donc on base un truc. Qui peut le plus, peut le moins. Mais non, mais c'est quand même dingue. C'est-à-dire qu'on vous sort un truc avec Thierry Breton, tenez-vous bien, à l'Europe, qui dit oui, ce sera également obligatoire pour les enfants. Et puis en France, on dit ah non, pas avant 11 ans. Donc déjà là, on n'est pas d'accord. Ensuite, vous allez avoir le droit international. Ça va être un vrai casse-tête, un vrai problème. Des États aux États-Unis qui refusent le pass sanitaire, qui l'interdisent. La Floride. Donc au niveau, nous, on accueille les touristes américains en Europe en disant c'est super, sauf que s'ils viennent d'un État qui n'a pas de pass sanitaire, comment on fait ? Donc ça va ouvrir des questions idiotes, inutiles, à n'en plus finir. Et alors si en plus c'est pour aller au restaurant, au cinéma et au théâtre, là non, c'est carrément une restriction terrible des libertés, et ça ne rend pas la liberté. On est en train de réduire le champ des libertés. On est en train de nous mettre dans des enclos numériques. Et qu'est-ce que vous répondez à Kevin qui vous dit qu'au contraire je réponds que non, que c'est un bien pour c'est pas un bien pour un mal ou un mal pour un bien, c'est un mal pour un mal. On est en train de faire croire que ce truc-là nous protège. Il ne nous protège pas, rien du tout. Par contre, surveiller et punir, oui, ça c'est à l'ordre du jour. Mais le pass sanitaire n'est en aucun cas une garantie de protection des populations. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant avec vous pour parler de cette candidate voilée au départemental. La République En Marche ne la soutiendra pas. À tout de suite. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert.
Débat. On est ensemble jusqu'à midi pour commenter l'actualité. Vous continuez à débattre entre vous. Hier, on a évoqué ce sujet de cette candidate voilée à l'élection, qui est suppléante à l'élection régionale et départementale. On voit que La République En Marche a un petit peu de mal et rame beaucoup sur ce sujet. La REM a décidé de retirer l'investiture de cette candidate. Pourtant, le voile est autorisé dans l'espace public. Stanislas Guerini a affirmé que le port ostentatoire de signes religieux sur des affiches de campagne est proscrit par la ligne du parti. Notre mouvement politique considère, c'est sa logique, que les signes religieux ostentatoires n'ont pas leur place sur les affiches de campagne. Tout cela est bien compliqué, me semble-t-il, puisque la loi le permet, oui. Alexis Poulain. Une loi de 2010 qui le permet tout à fait. Et là, on voit comment La République En Marche est un parti d'amateurs, même pas fiers, là, parce qu'ils ne sont pas fiers pour le coup, et ils se sont complètement pris les pieds dans leur rhétorique. Alors, vous avez d'un côté une loi sur le séparatisme qui fait la chasse aux associations, qui serait en train de pousser la logique et le programme des frères musulmans. Et eux prennent tranquillement sur une liste départementale une femme voilée. C'est son droit, aucun problème. Sauf qu'il se trouve qu'elle est proche du frère de Tariq Ramadan, ouais. Proche donc des frères musulmans. Comment voulez-vous que ça tienne avec Marlène Schiappa derrière qui pousse en disant c'est pas possible, Aurore Berger qui se prend les pieds encore dans le tapis ce matin en disant oui, mais alors elle militait elle pour qu'il n'y ait pas de voile sur les fillettes, ce qu'on peut comprendre. Mais ce parti, c'est une aberration. C'est-à-dire que d'un côté, on va à la pêche aux voix en mettant une candidate voilée sur une affiche, et de l'autre, on fait du séparatisme pour aller à la pêche aux autres voix. Mais le en même temps n'a plus aucune forme de. Ça ne marche pas. C'est pas La République En Marche, c'est La République En Rame. C'est-à-dire qu'ils vont sortir les rames jusqu'en 2022 et ils vont pas y arriver puisque le bateau coule. Et là, ils vont tout essayer. C'est-à-dire Stanislas Guerini, je pense que ses jours sont comptés à la tête du mouvement, mais c'était le coup de trop là. C'est insupportable quand on est lecteur, quand on est citoyen français, de voir ce degré de décrépitude du monde politique. D'amateurisme. Et ce matin, je crois que c'était le pompon, c'était quand même Frédérique Vidal sur le en même temps. Écoutez ce qu'elle disait. Elle était l'invitée de Patrick Roger. Moi, ce que je voudrais dire quand même, c'est que cette jeune femme, sous le voile, il y a une personne, quoi. Et ça a été, je pense, extrêmement violent pour elle. Et ça, c'est vraiment regrettable. On ne doit pas attaquer les gens pour ce qu'ils sont. Ça me paraît compliqué. Cette personne, quoi. Oui, bien sûr. Mais quand elle l'a fait en posant, elle le savait, non ? Probablement. Je sais pas, j'ai pas discuté avec elle. Je savais pas si elle le savait ou si elle imaginait à quel point ça pouvait être violent. Mais en tout cas, les règles sont très claires. Ouais. Neutralité sur tout le port d'un signe religieux. Vous avez sorti vos Kleenex, vous avez pleuré pour cette pauvre dame, comme l'a rappelé Alexis, qui propage la parole de Tariq Ramadan des frères musulmans. Donc cette personne, comme dit Madame Vidal, elle est bien au courant de ce qu'elle fait, de son engagement et du fait que le porte-voile n'est pas anodin. Patrick Mignon. Je vais vous dire... Je pense qu'elle n'a pas du tout pleuré et qu'elle n'a pas du tout été choquée. C'est l'inverse qui aurait été le cas. Oui. Si elle n'avait pas suscité de réaction, c'est là qu'elle aurait été déprimée, la pauvre dame. Parce que ce qu'elle a fait, c'est volontaire. Je rappelle qu'on a eu ces débats dans votre émission à propos des voiles. Ouais. Le voile, c'est 2 éléments principaux reconnus. Un élément de soumission individuelle et un élément d'étendard, c'est-à-dire c'est l'étendard de l'islamisme, l'étendard de l'islam conquérant, donc l'étendard de l'islam tout court, point à la ligne. Et effectivement, je suis d'accord, même si la loi le prévoit et le permet, ça n'a pas lieu d'être sur une affiche électorale, point. Voilà, on ne remet pas en cause sa religion ou sa conviction religieuse, mais pas sur une affiche électorale. C'est aberrant, sinon. C'est complètement. C'est plus la peine de parler de laïcité. Voilà, on arrête de nous bassiner avec la laïcité. Donc, encore une fois, je suis d'accord avec le fait qu'ils ne la soutiennent pas. Ça me paraît le minimum, mais ils ont effectivement très clairement montré leur incompétence également à ce niveau-là. C'est un parti où je voudrais pas faire de peine à Jean-Luc Benamias, mais il commence à ressembler aux écologistes avec leurs atermoiements divers et variés. Jean-Luc ? Il ne fait aucune peine. S'il y avait que les écologistes qui avaient des atermoiements divers et variés, ça se saurait dans la classe politique française. Pour le reste, je rappelle juste une chose, c'est que cette dame étant inscrite en préfecture, elle est de toute façon candidate de la LRM. Voilà. Sinon, il faudra retirer les 3 autres candidats, ce qui me paraît impossible, sauf s'ils se retirent les 4 en même temps. Ah ouais. Mais ils peuvent candidate. Mais ils peuvent leur retirer l'investiture. Mais ça ne sert à rien.
Aucun candidat. Ils vont être contents, oui, c'est bien. Oui. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit qu'ils retiraient leur soutien. Et elle peut simplement demander sur la fiche préfectorale à ce que le parti soit retiré de la mention, il y a une ligne où il y a soutenu par ou représentant membre de tel parti. Donc quand c'est inscrit en préfecture et que ça a déjà été inscrit avec marqué LREM, je vois mal comment on peut le retirer. Oui, c'est possible qu'il ne puisse pas. Oui, je rappelle donc Tabassum, qui est son mouvement, qui est le mouvement, elle a fondé et dirigé cette association qui est ouvertement prosélyte. Parmi les propos, on peut, elle estime, cette association estime que les sionistes ont été de connivence avec Hitler pour chasser les Juifs en Palestine. Et Annie Ramadan, donc, qui est proche de ce mouvement, également présente le VIH comme un châtiment divin. Voilà un peu la teneur des propos de cette association. Kevin Bossuet. Oui, moi quand j'ai vu cette affiche, j'ai été énormément choqué et j'ai pensé à cette avocate iranienne qui a été condamnée à 38 ans de prison et 148 coups de fouet pour avoir lutté contre le voile dans son pays. J'ai pensé à toutes ces petites filles en Afghanistan qui ont été tuées parce qu'elles voulaient aller à l'école. J'ai pensé à toutes ces femmes, en effet, qui luttent pour se séparer de ce voile qui est un élément d'oppression. La vérité, c'est que le voile n'est pas une obligation religieuse. Le voile est un instrument idéologique au service de l'islam radical. Et fait que finalement le parti présidentiel ose mettre sur une affiche une femme voilée, mais c'est juste scandaleux. Quand c'était le NPA, à la rigueur, on pouvait encore l'accepter parce qu'il est en dehors du champ républicain. Mais là, c'est le parti présidentiel. On est typiquement dans le champ républicain. Et il y a une volonté également d'imposer l'islam politique, d'imposer la visibilité. Pourquoi on met en avant le voile? Pourquoi on met en avant le halal? Tout simplement pour contaminer les esprits, pour créer une forme de communautarisme musulman et un repli identitaire. Et on est ici typiquement là-dedans. Et il faut voir le silence du président de la République sur ces thèmes. Il est inexistant, Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il lance un thème et puis après, il regarde tout le monde se débattre dans la boue et il n'est plus là. C'est plus de son ressort. Or, c'est lui qui instrumentalise totalement cette thématique pour 2022. C'est lui qui en avait fait aussi un cheval de campagne en 2017. Il se rend bien compte que là, en même temps, c'est ce que je disais tout à l'instant, c'est intenable. C'est-à-dire que c'est une insulte à l'intelligence des Français, c'est une insulte aux militants des partis politiques structurés. Je crois qu'il faut refermer la parenthèse de la République En Marche. C'est une aberration politique. Oui. Il y a surtout eu, encore une fois, de l'incompétence, c'est-à-dire de ne pas vérifier Non, il y a vraiment un calcul de malfaisance, de vouloir totalement brouiller les pistes et de se foutre de la gueule du monde. Voilà. Jean-Luc. Et puis on peut pas, ou Valérie, Patrick, je sais pas. On peut pas se réfugier derrière l'incompétence à chaque fois. Non, ça va 5 minutes. Ça va 5 minutes et effectivement, il devrait disparaître du paysage politique. En tout cas, je le souhaite, nous le souhaitons. Mais oui, je suis d'accord, Kevin Bossuet. Oui, c'est un étendard et point à la ligne. Il n'y a rien d'autre à dire. Et c'est pas un étendard qui veut... qui cherche à promouvoir le communautarisme parce que ce communautarisme, il existe aujourd'hui. Il existe justement par le en même temps macronien qui a fracturé la France dans toutes ses dimensions. Il a opposé les jeunes aux vieux, les hommes aux femmes, les hétéros aux homos, etc. Et là, il oppose également les communautés entre elles. Or, encore une fois, je l'ai dit au début de l'émission, l'article 1 précise que la République est une et indivisible. Point à la ligne. Alors, l'Express donne cette information. Stanislas Guérini a assuré au bureau exécutif de la République En Marche que la doctrine sur le port du voile avait été arrêtée il y a 1 an. Problème, il n'existe aucune trace écrite noir sur blanc sur les règles du mouvement. Donc, c'est un peu comme les fontaines de Paris. Elles ont disparu, on ne sait pas où elles sont. Non, mais c'est une blague, quoi. C'est vraiment de l'opérette de mauvais goût. Donc, on verra. Il y a une direction politique à la République En Marche. Apparemment, oui. Mais au-delà de ça, il y a quand même un problème avec la laïcité. Enfin, il y a un problème avec beaucoup de choses à la République En Marche, mais il y a quand même un problème avec la laïcité, où le en même temps est quand même là aussi très, très compliqué et difficilement entendable. Oui, le en même temps n'est en fait une compromission. Emmanuel Macron est censé être chef de l'État français, sauf que depuis qu'il a pris le pouvoir, il n'a de cesse de taper sur l'armée. On a vu avec la démission du général de Villiers.
il n'a de cesse de taper sur la police en disant en effet qu'il existait des contrôles aux faciès et en laissant entendre en effet que la police était raciste, et il n'a de cesse également de cracher sur le peuple français et de cracher sur notre histoire, notamment quand il est à l'étranger en disant que la France aurait commis un crime contre l'humanité avec la colonisation, en tenant ce genre de propos. Donc à un moment donné, ce n'est pas possible. Il faut qu'Emmanuel Macron comprenne qu'en France, la valeur qui nous unit tous, c'est la laïcité. Et quand il joue sur ce communautarisme musulman par pur clientélisme et pour essayer de s'assurer une victoire prochaine contre Marine Le Pen, c'est juste dégueulasse. Ce n'est pas ça la République, ce n'est pas ça la France. Emmanuel Macron doit en prendre conscience. Allez, on va marquer. C'est un peu excessif. Tu vois là, vraiment, on a mis un peu trop de couches là, Kevin. Non, mais si la gauche me dit ça, c'est un compliment. Il éditorialise. Non, mais c'est pas ça. C'est pas Patrick Mignon trouve qu'il a été un peu soft. Très rapidement. Non. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Plaisante, mais je sais bien. Non, ce que je veux dire simplement, c'est qu'effectivement, Emmanuel Macron joue sur les divisions parce que, comme par hasard, dans les rappels que vient de faire Kevin, c'est sur l'armée qu'il a tapé, sur la police, sur tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, il tape sur des corps constitués qui sont là pour défendre la structure et la force de l'État. Donc, en fait, il valorise les victimes, les pseudo-victimes qui se présentent comme des victimes dans notre société, alors que ce sont bien souvent des agresseurs. Ouais. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un instant. On va parler de notre sondage Sud Radio, IFOP fiducial à propos des départementales en PACA. À tout de suite. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Donc la liste conduite par Thierry Mariani pour le Rassemblement national en Provence-Alpes-Côte d'Azur arriverait en tête du premier et pour la première fois du deuxième tour des régionales en cas de triangulaire devant Renaud Muselier. Renaud Muselier ce matin qui a dit, alors une fois là aussi, c'est dû en même temps, qu'il y aurait des candidats à la République En Marche sur sa liste, mais pas de ministre. Donc je ne sais pas ce que va faire Sophie Cluzel. J'avoue qu'on n'y comprend pas grand-chose, mais en tout cas, le candidat arriverait en tête avec 36% des voix, plus 5 points par rapport au dernier sondage. Et si la République En Marche maintient sa liste avec Sophie Cluzel, 38%, plus 6 points en cas de liste commune. LR, la République En Marche. Tout le monde disait, oh là là, quel coup de génie, etc. Je pense que ce qui est en train d'arriver était prévisible. Enfin, on verra la suite, mais Kevin ? Oui, c'était évidemment prévisible. Finalement, les Républicains sont un parti qui est aujourd'hui, c'est un parti mort. Aujourd'hui, il n'y a plus de tête à la tête des Républicains. Il n'y a plus aucun programme et ils sont dans la compromission la plus totale. Comment, quand on est un électeur de droite, on peut accepter en effet que son candidat s'allie dès le premier tour avec les Républiques En Marche? C'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Et de manière plus générale, on voit bien qu'il y a un affront de la base contre la tête de l'appareil. On l'a vu avec l'élection des jeunes Républicains. Finalement, c'est Guilhem Carayon qui l'a emporté sur une ligne plutôt dure, alors que finalement la direction du parti avait soutenu la ligne de Sébastien Canovas, qui était une ligne beaucoup plus soft, qui était la République En Marche compatible. Donc, et ce phénomène-là que l'on voit au sein du parti, on le voit également au sein de l'électorat. On a un électorat de droite qui ne se sent plus représenté, un électorat de droite qui est complètement exaspéré, qui progressivement est en train de passer sur le Rassemblement national. Ouais. Je crois que oui, c'est une accélération de la recomposition politique voulue par Emmanuel Macron d'ailleurs, mais à ses dépens finalement. Il se croit malin en mettant en scène un duel entre lui et Marine Le Pen, il va perdre. Tout simplement parce qu'il n'est plus ni de droite ni de gauche, il est de nulle part, qu'il a déçu tout le monde, à la fois les gens qui venaient de gauche et qui avaient voté pour lui, les gens qui venaient de droite et avaient voté pour lui, et qu'aujourd'hui, le besoin de clarification et les pôles historiques, la gauche, la droite, existent, même si, alors ils sont pas en bonne santé, hein, mais clairement, ceux en même temps qui ressemblent de plus en plus à un foutage de gueule grandeur nature, ne peut pas durer. Et sur ce qui se passe en région PACA, tout le monde le regarde avec attention parce que c'est le laboratoire de 2022. C'est-à-dire que ce côté barrage, ce côté front républicain, il n'a plus lieu d'être. C'est malheureux hein, parce que le Rassemblement national, ça reste quand même sur les bases du Front national, un parti anti-gaulliste, anti-républicain, et beaucoup d'électeurs de droite ont tendance à l'oublier. Mais voilà où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire que le curseur s'est déplacé. Tout ça aussi avec la stratégie d'Emmanuel Macron de faire pousser cet extrême-là pour se mettre en scène comme seul barrage. Or, il n'est plus un barrage, il est un repoussoir. Et voilà ce qui se passe. Je pense qu'il y aura dans les semaines qui viennent et après les régionales, davantage de défection de la droite républicaine vers le Rassemblement national et ça ne fait que commencer.
Alors, un auditeur, Guy, me dit en fait, Emmanuel Macron veut que Mariani gagne pour dire que c'est la faute aux Républicains s'il n'y a pas eu de front républicain, donc dire que la République En Marche serait le dernier rempart contre... Non, c'est un repoussoir, c'est pas un rempart. Sauf que si cette liste perd, Emmanuel Macron aura beau jeu de dire c'est de la faute des LR. Ça sert à rien. C'est surtout de sa faute, de sa stratégie à lui. Jean-Luc Benamias. Oui, vous observez ça de près? Je suis là de très près, oui. Et je trouve l'ensemble des formations politiques républicaines totalement irresponsables dans ce cadre-là. Moi, je ne pense pas qu'on est en phase de recomposition, on est en phase de décomposition. Et c'est loin d'être terminé de la classe politique républicaine, quelles que soient les sensibilités et les tendances. Et ça se voit effectivement en PACA. Moi, je n'ai aucune surprise de voir que M. Mariani... Rappelons quand même que M. Mariani est issu des Républicains, c'est-à-dire qu'il a encore plein d'amis chez les Républicains. On l'a vu avec les déclarations notamment d'Éric Ciotti, mais pas uniquement Éric Ciotti. Donc, qu'il soit à 37-38% dans les sondages ne me surprend en aucune manière. Je rappelle que Marion Maréchal Le Pen avait fait plus de 40 la dernière fois aux dernières élections régionales. Mais il y a beaucoup d'irresponsabilités. Renaud Muselier est irresponsable. Et je dirais que mes amis de gauche et écolo sont tout aussi irresponsables. Ne pas avoir réussi en Provence-Alpes-Côte d'Azur, avoir réussi à faire une liste unique de toutes ces sensibilités, je ne sais pas si ça aurait grandement porté par rapport à tout ça, mais en tous les cas, ça aurait montré une certaine unité et une certaine volonté de ne pas laisser uniquement d'un côté les Républicains en déroute, avec M. Renaud Muselier, et la division qui existe en PACA, et le RN, qui est une force puissante, comme chacun sait, depuis de très, très nombreuses années en PACA. Je vous rappelle qu'à une époque, Jean-Claude Gaudin avait fait union au régional, c'était dans les années 90, pour garder la région, et que c'était pas la seule région, il y avait aussi le centre qui avait fait cela. Voilà. Donc, il n'y a pas de surprise, mais je me demande quand c'est qu'on va atteindre le fond de la piscine par rapport à la décomposition politique républicaine, au sens large du terme, dans notre pays. Mais vous n'avez pas le sentiment que c'était prévisible, ce qui s'est passé ? Si, malheureusement, c'est prévisible parce que la droite républicaine, je l'appelle encore droite républicaine, est notamment en PACA, totalement divisée. Et on le voit tous les jours. Entre Renaud Muselier, qui gère un peu les Bouches-du-Rhône, on va le dire comme ça, mais les autres, le reste de la droite républicaine en PACA, c'est plus les mêmes sensibilités, c'est plus les mêmes tendances. Éric Ciotti l'explique extrêmement régulièrement. Je suis totalement en opposition avec lui, mais je crois qu'il est malheureusement majoritaire chez les Républicains en PACA. Alors, Patrick Mignon. Oui, j'ai envie de dire oui et alors. Encore une fois, je ne suis pas le représentant ici du Rassemblement national, mais très sincèrement, quand j'entends parler, Jean-Luc, de droite républicaine, tout le bins qu'il y a actuellement, il tient à une chose simple à comprendre en mathématiques. Vous ne pouvez pas dire que la somme des partis fait 100% quand vous en excluez systématiquement 25, 30, 38 maintenant, selon les sondages. Voilà. Donc, ils sont face à des contradictions qui ne peuvent en aucun cas être résolues. Ouais. Vous ne pouvez pas prétendre avoir un espace politique donné quand vous êtes contraint à faire des compromis, des compromissions, des tambouilles sur les petits feux pour tenter de vous maintenir et de continuer d'exister. Effectivement, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde se dit, même maintenant dans le dernier sondage, Mariani est en tête au second tour. Alors la solution, c'est donc qu'il n'y ait pas de triangulaire ou de quadrangulaire au second tour. Il faut donc qu'il y ait simplement un duel. Eh oui, et on retombe du coup dans les compromissions. En réalité, aujourd'hui, on nous bassine avec l'extrême droite d'un côté qui est censément non républicaine. Alors, si elle n'est pas républicaine, il faut interdire. Ça existe, la dissolution. Mais je pense que ça serait quand même très compliqué. On nous parle aussi, on ne voit pas les accords qui sont passés avec l'extrême gauche de l'autre côté, et ça gêne personne de ce côté-là. Donc ça va. Et moi, je dis qu'aujourd'hui, on a un extrême centre. C'est une expression un peu bizarre, sauf que c'est exactement ce que tente de faire Macron, c'est-à-dire un trou noir qui absorbe la totalité des électrons libres de tous ces gens qui veulent continuer d'exister politiquement et qui essayent, et c'est ça qui cause la décomposition d'ailleurs lente des LR, ces gens qui essayent d'exister alors qu'ils ont une pensée qui n'est plus vraiment structurée sur ce qu'ils veulent défendre.
Ils veulent simplement garder leur place, leur poste et leur prébande. Eh ben non, au bout d'un moment, ça finit par se voir. Donc si ça doit exploser, que ça explose. Et à la limite, je dirais même que ça explose le plus tôt possible. Ça sera le mieux pour le pays. Voilà. Ouais. Vous pensez que... Je ne sais pas si c'est... De toute façon, le délitement est là, le chaos est là. Politique du moins, parce que les appareils, évidemment, c'est ce qu'on a vu d'abord au PS avec la fameuse synthèse de François Hollande qui a explosé en vol avec la primaire. C'est ce qui s'est passé aussi en 2017. On voit bien que chez LR, il y a un côté, les anciens chiraciens qui sont maintenant une peau de chagrin, les sarkozystes, et puis ceux qui vont se poser la question d'une droite forte en disant ce ne sera jamais chez LR si on continue d'aller chez La République En Marche pour la gamelle. Et c'est tout le problème, c'est que ça va très vite. Là où ça prenait des années, il a suffi d'un quinquennat pour qu'on en arrive là. Et c'est sûr que les électeurs, les citoyens vont avoir besoin de clarification, de recomposition. Et c'est pas 2022 qui va l'aider. Malheureusement, on le voit que c'est compliqué. Hein. Oui, ça va pas assez vite pour moi, hein, très sincèrement. Ouais. Et Jean-Luc, vous pensez qu'il peut y avoir un revirement ou des choses que ça peut... on peut encore avoir des surprises en PACA en particulier? Ah non, je ne crois pas. Non. Encore une fois... Thierry Mariani sait très bien ce qu'il fait. Il est respecté dans les milieux de droite de PACA parce qu'il a travaillé avec eux pendant de très très nombreuses années. Et donc pour un certain nombre d'électeurs et électrices de droite, voter Thierry Mariani, c'est pas voter facho. C'est pas voter facho. Ouais. Kevin? Oui, je veux dire, à un moment donné, je crois qu'il y a une droitisation, en effet, de la société française. Et moi, j'en ai marre d'entendre la gauche à chaque fois. À partir du moment où on défend la République, à partir du moment où on lutte contre l'islamisme, on lutte contre tous ces genres de choses, on se fait taxer d'extrême droite. Je pense que les électeurs ne sont plus là-dedans. Les électeurs, maintenant, sont totalement dans une forme de fluidité. Ils sont capables, à une élection, de voter pour les Républicains. Ils sont capables, à une autre élection, de voter pour le Rassemblement national. Ils sont même parfois capables de voter pour la gauche quand ils ont voté à droite auparavant. Donc, à mon avis, il faut sortir de tout cela, de tout ce schéma mental qui est un héritage du XXe siècle pour entrer vraiment dans le XXIe siècle et pour voir que les électeurs, en effet, font des choix qui peuvent surprendre, mais qui sont en fait totalement logiques, parce que ce qui est profondément finalement scandaleux, c'est que ceux qui manquent de logique, ce ne sont pas les électeurs, ce sont finalement les partis politiques qui n'ont plus de structure vertébrale solide. Bon, ce sera le mot de la fin. Merci Kevin, merci à tous les quatre. C'est très bonne journée à vous sur Sud Radio. On se retrouve demain à 10h pour d'autres infos. À demain. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert.